Je n'avais jamais imaginé qu'une phrase prononcée à Noël changerait tout dans ma vie. Et quand j'ai décidé de me venger, personne ne l'a vu venir. La table était dressée, éclairée uniquement par la lueur des bougies et les lumières clignotantes du sapin de Noël. L'odeur de la dinde rôtie se mêlait à l'arôme du vin rouge, créant une atmosphère qui aurait dû être chaleureuse, mais qui, à cet instant, semblait étouffante. Les parents riaient bruyamment, racontant des histoires d'années passées, comme s'ils formaient une famille parfaite, sans la moindre fissure. Je me suis assis dans un coin, observant chaque sourire forcé, chaque regard de jugement déguisé en sollicitude. Mes mains moites serraient le verre, et le goût du vin, autrefois doux, semblait maintenant acide dans ma bouche. Puis, en un instant, toutes les voix se sont tues. Ma mère a levé son verre, comme pour porter un toast, mais au lieu de mots de célébration, ce fut le coup « Tu es une honte pour cette famille ». Le silence qui suivit fut si dense que je pouvais presque entendre le tintement des verres en cristal tremblant dans les mains de mes oncles. L'air s'est figé, comme si le temps s'était arrêté à cet instant précis, et j'ai senti le poids de tous les regards rivés sur moi, pleins d'attente, comme s'ils s'attendaient à ce que je m'effondre en larmes ou que je m'excuse. Mais au lieu de cela, quelque chose en moi s'est brisé. La chaleur de la honte s'est transformée en feu, et un sourire lent est apparu sur mes lèvres, si inattendu que même ma petite sœur a reculé sur sa chaise. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Quelque chose qui était sur le point d'exploser au visage de tous, comme un cadeau de Noël enveloppé de mensonges. Et tandis que la tension montait, je suis resté calme, laissant leur malaise se répandre sur la table, comme un poison qu'ils avaient eux-mêmes préparé. C'est alors que j'ai compris, ce n'était pas mon humiliation, c'était le début de leur chute. Le dîner a continué, mais l'ambiance n'a plus jamais été la même. Les rires sonnaient désormais faux, les regards étaient furtifs et détournés, comme si tout le monde savait que quelque chose était sur le point de s'effondrer. J'ai fini mon vin lentement, sentant le liquide couler dans ma gorge comme une promesse silencieuse. Pendant ce temps, mon esprit élaborait déjà le plan, calculant chaque mouvement, chaque mot que j'utiliserais pour démanteler cette mascarade. La soirée n'était pas encore terminée, mais une chose était sûre, lorsque l'horloge sonnerait minuit, plus rien ne serait comme avant. Et cette fois, je ne serais pas la victime. Je serais la tempête. L'aube est arrivée avec un silence lourd, tandis que tout le monde se retirait dans leur chambre, prétendant que rien ne s'était passé. Je suis resté dans le salon, observant les restes du dîner, les assiettes sales, les bouteilles vides, les serviettes froissées comme des symboles d'un bonheur qui n'avait jamais vraiment existé. Le vent frappait la fenêtre, faisant clignoter les lumières de Noël de manière irrégulière, comme un signal d'alerte. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant l'ordinateur portable, mais pas de peur, c'était l'adrénaline de ce qui allait commencer. L'écran bleuté se reflétait dans mes yeux tandis que je tapais le mot de passe, chaque clic résonnant dans le vide de la maison. Les fichiers étaient là, organisés, attendant le moment propice. Je savais qu'une fois que j'appuierais sur « Envoyer », il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais, pour la première fois depuis des années, je me sentais en contrôle. Le message a été envoyé exactement à 3h17 du matin, à l'heure où je savais que tout le monde serait plongé dans un sommeil lourd, chargé de culpabilité et de whisky. Le son des notifications arrivant en cascade a rempli l'air, comme de petits éclats annonçant le chaos. Je me suis imaginé les téléphones vibrant sur les tables de nuit, les écrans illuminant des visages confus dans l'obscurité, les mains pressées essayant de comprendre ce qui se passait. Les photos, les enregistrements audio, les relevés bancaires tout soigneusement sélectionnés pour raconter la véritable histoire derrière cette famille parfaite. Je n'avais pas besoin de crier, d'insulter ou de faire des discours. La vérité était ma meilleure arme, et elle était désormais entre les mains de ceux qui s'y attendaient le moins. Depuis ma chambre, je pouvais entendre les premiers murmures, les pas précipités dans le couloir, les voix entrecoupées par le désespoir. Et puis, le premier cri a retenti. Quand le soleil s'est levé, la maison semblait avoir vieilli de décennies en une seule nuit. Toutes les portes étaient fermées, les yeux rougis et gonflés, et personne n'osait me regarder en face. Je me suis assise seule à la table du petit déjeuner, buvant mon jus d'orange lentement, comme si c'était un jour comme les autres. La différence, c'était qu'ils savaient maintenant. Ils savaient que je connaissais chaque secret, chaque mensonge, chaque trahison qu'ils avaient tenté d'enterrer sous de faux sourires. Ma mère est passée près de moi sans dire un mot, mais son regard parlait pour elle, peur, colère,
et quelque chose qui ressemblait presque, du respect. Je n'avais besoin de rien d'autre. La vengeance n'avait pas le goût de la victoire, mais celui de la libération. Et quand j'ai fermé la porte de cette maison pour la dernière fois, emportant seulement une valise et ma fierté intacte, j'ai compris que le meilleur Noël de ma vie avait été précisément celui où il m'avait traité de honte. Parce que c'est au fond du gouffre que j'ai trouvé la force de creuser ma sortie. Le train a démarré de la gare tandis que je regardais par la fenêtre la ville qui m'avait autrefois appelé foyer disparaître à l'horizon. Le poids dans ma poitrine n'était pas de la nostalgie, mais le soulagement d'avoir enfin coupé les derniers fils qui me liaient à cette mascarade. Le billet de voyage froissé dans ma poche était plus qu'un simple ticket, c'était un symbole de renouveau, acheté avec l'argent que j'avais économisé en secret pendant des années. Le bruit des rails semblait murmurer « Liberté, liberté, liberté » au rythme de ma respiration, qui coulait désormais librement, sans l'oppression de cette maison. Dans mes mains, un nouveau téléphone avec une carte SIM inconnue, et sur l'écran, un seul message non envoyé, je ne reviendrai plus. J'ai laissé l'appareil glisser par la fenêtre, le regardant disparaître sur les rails, comme tout ce que j'avais décidé de laisser derrière moi. 6 mois plus tard, mon petit appartement au bord de la mer sentait l'océan et la peinture fraîche, celle des murs que j'avais moi-même peint en jaune, une couleur que ma mère détestait, disant qu'elle était vulgaire. Pour la première fois, mes matins n'étaient pas régis par les règles des autres, mais par le bruit des vagues et le goût du café amer que j'avais appris à apprécier seul. Les nouvelles de la famille arrivaient encore, par bribes lointaines, divorce, procès, scandales qui avaient terni pour toujours la réputation qu'ils avaient tant protégée. Je lisais chaque titulaire avec un calme qui me surprenait, comme si j'assistais à la fin d'un film dont je n'étais plus un personnage. Mon seul regret ? Ne pas avoir fait cela plus tôt. Sur le mur, une toile vierge, promesse d'un avenir que je pouvais enfin peindre sans demander la permission à quiconque. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je comprends que la plus grande vengeance n'a pas été de révéler leurs secrets, mais de trouver ma propre paix loin d'eux. J'ai appris que les familles peuvent être des liens qui étouffent ou des leçons qui renforcent, selon la manière dont on les porte. Je n'ai plus jamais célébré Noël, mais j'ai créé mon propre rituel. Le 25 décembre, je m'assieds sur le balcon à l'aube et je regarde le soleil se lever sur la mer, trinquant avec un jus d'orange mon petit acte de rébellion contre tous les dîners qui m'ont fait me sentir petite. Et quand le vent apporte l'odeur salée de la marée haute, je souris, parce que j'ai enfin compris, ils m'ont traité de honte, mais j'étais simplement la vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Mon histoire ne se termine pas par un pardon dramatique, mais par un silence fier, celui que j'ai choisi d'emporter lorsque j'ai décidé que je méritais plus que des miettes d'amour. 2 ans plus tard, j'ai reçu une enveloppe tachée de café contenant une invitation au mariage de ma petite sœur, le premier contact depuis cette nuit-là. Mes mains n'ont pas tremblé en l'ouvrant, mais mon cœur s'est accéléré en voyant sa photo, souriante aux côtés de son fiancé, vêtue de blanc dans la même église où notre famille feignait la perfection depuis des décennies. L'odeur du papier parfumé m'a ramené au matin de dimanche, quand mon père insistait pour que nous allions tous à la messe comme de bons catholiques, tout en buvant en cachette dans son bureau. J'ai déchiré l'invitation en 4 morceaux égaux, mais j'ai gardé un fragment au fond d'un tiroir, non par nostalgie, mais comme un rappel que certains cycles doivent être brisés de ses propres mains. Le même jour, j'ai acheté un billet pour Bali, déterminé à passer cette date loin de tout vestige de cette vie. L'aéroport était bondé le matin du voyage, avec des enfants qui pleuraient et des couples qui se disaient au revoir, mais je n'entendais que l'écho de ma propre respiration en marchant vers l'embarquement. Dans mon sac à dos, je n'avais que l'essentiel, des vêtements légers, mon journal et une petite encre en argent achetée au marché aux puces, mon nouveau symbole qu'il est possible d'être libre sans dériver sans but. Quand l'avion a décollé, j'ai appuyé mon front contre le hublot et regardé les nuages se dissoudre sous nous, aussi éphémères que les liens que j'avais laissés derrière. Pas d'épiphanie, pas de larmes dramatiques, juste la certitude tranquille que j'étais exactement là où je devais être. Quelque part entre la Thaïlande et Singapour, une hôtesse m'a offert une coupe de champagne, que j'ai acceptée, surprise de découvrir que son goût ne me rappelait plus ce verre de Noël maudit. Aujourd'hui, j'écris ces mots dans un café à Ubud, où l'odeur d'encens et de cannelle se mêle au chant des oiseaux tropicaux. Ma sœur s'est mariée sans ma présence, mais m'a envoyé un message des mois plus tard, disant qu'elle avait déménagé au Portugal avec son mari, fuyant le même héritage toxique que j'avais rejeté. Parfois,
quand le Wi-Fi fonctionne mal sur la véranda de ma cabane, je me demande si j'aurai un jour le courage de construire ma propre famille, sans répéter les erreurs dont j'ai hérité. Mais alors, je regarde la mer de rizières qui s'étend devant moi et je me souviens que je suis déjà en train de le faire, cultiver ma vie, un jour à la fois, comme ces plantations patiemment entretenues. Le passé visite encore mes rêves certaines nuits, mais maintenant je me réveille avec le soleil chaud sur le visage et la légèreté de celle qui sait que couper des racines pourries n'est pas un abandon, c'est le premier acte d'amour de soi. 3 ans ont passé depuis que j'ai tout laissé derrière, et aujourd'hui, j'ai trouvé une vieille photo au fond d'une valise oubliée. C'était une image décolorée d'un Noël quelconque, tous souriant de manière forcée devant l'arbre décoré, moi dans un coin avec une robe que je détestais mais que je portais pour faire plaisir. Le contraste avec ma vie actuelle m'a fait rire doucement maintenant, mes murs sont couverts de tableaux que j'ai peints sans talent mais avec passion, et mes vêtements sont tous teintés des couleurs vibrantes de l'Indonésie. J'ai jeté la photo dans la poubelle sans hésiter, mais j'ai gardé la vieille robe pour la transformer en chiffon de ménage, une fin appropriée pour cette version de moi qui n'existe plus. Sur la véranda, le vent faisait tinter les cloches de bambou que j'avais achetées dans un marché nocturne, leur son doux effaçant pour de bon les échos des cris qui résonnent encore parfois dans ma mémoire. Ce matin, j'ai reçu un courriel de ma sœur, enceinte de 6 mois, m'annonçant que notre mère avait été diagnostiquée d'une maladie grave. Les mots défilaient sur l'écran pendant que je buvais mon thé au gingembre, surprise de ne ressentir ni haine ni compassion, juste une curieuse distance anthropologique. J'ai répondu en 2 lignes polies, souhaitant la santé, tout en sachant que je ne traverserais pas les océans pour des retrouvailles dramatiques. La vie m'a appris que certaines portes doivent rester fermées, même lorsque la mort frappe à leur seuil. Plus tard, en plongeant dans les eaux cristallines de Nusa Penida, j'ai senti le sel brûler mes yeux d'une manière qu'on pourrait confondre avec des larmes, mais c'était seulement la mer faisant ce qu'elle sait faire de mieux, nettoyer, purifier, emporter. Aujourd'hui, je fête mes 30 ans assise sur le sable désert d'une plage cachée, observant les étoiles qui semblent plus brillantes ici qu'ailleurs dans le monde. Pas de gâteau, pas de bougies, pas de chansons d'anniversaire, juste moi et l'univers dans un silence parfait. Dans un geste symbolique, j'ai écrit sur le sable tous les mots qui m'ont blessé et j'ai regardé la marée les emporter, minute après minute. Quand le dernier « honte » a disparu, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, non de peur, mais de reconnaissance. J'ai survécu. Non pas à la famille qui m'a rejeté, mais à la personne que j'aurais pu devenir si j'avais accepté leur jugement comme une vérité. La lune éclaire maintenant le chemin vers ma cabane, et pour la première fois en une décennie, j'attends l'hiver sans anxiété. Après tout, ici, Noël n'est qu'un jour chaud de pluie où les seuls cadeaux qui comptent sont la paix et le silence que j'ai conquis. L'inattendu est arrivé dans une enveloppe jaune, envoyée par l'ancien voisin qui gardait encore mon ancienne boîte aux lettres. C'était le testament de ma mère, décédée 3 semaines plus tôt sans que je le sache. Mes mains se sont figées en lisant qu'elle ne m'avait laissé qu'une chose, son journal d'adolescence, celui que je voyais toujours caché dans le tiroir de l'armoire. L'odeur de moisi des pages m'a ramené dans cette maison, mais l'écriture tremblante des dernières entrées racontait une histoire différente de la femme dont je me souvenais. Entre des récits de regrets et des confessions, une phrase se détachait, je ne savais pas aimer sans contrôler. J'ai jeté le journal dans un tiroir, mais les jours suivants, il m'appelait comme un fantôme qu'il fallait affronter. C'est par une nuit d'orage tropical, avec le tonnerre résonnant sur le toit de chaume, que j'ai enfin lu chaque mot. J'ai découvert que ma mère avait été élevée avec encore plus de rigueur que moi, et que son cri lors de ce dîner était le même que celui qu'elle avait entendu de sa grand-mère à 15 ans. Il y avait un schéma de douleur transmis, comme un plat empoisonné servi à chaque génération. Quand la pluie s'est arrêtée à l'aube, mon visage était marqué de larmes qui n'étaient ni pour elle ni pour moi, mais pour tous les enfants qui apprennent que l'amour vient avec des conditions. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une urgence nouvelle, écrire ma propre histoire, non par vengeance, mais comme preuve que la chaîne pouvait être brisée. J'ai acheté un nouveau carnet, cette fois sans le cacher à personne. Aujourd'hui, je garde son journal sur mon étagère, à côté des photos de mes élèves de la petite école communautaire où j'enseigne l'art. Ils peignent avec des couleurs vives qu'ils n'auraient jamais le droit d'utiliser dans leur maison traditionnelle, et je les encourage à se salir les mains sans crainte. Parfois, quand je vois un enfant hésiter avant de créer, je reconnais le fantôme familier du doute et je m'assure de murmurer « Il n'y a pas de mauvaise façon d'être toi ».
Ma mère a fait des erreurs avec moi, j'ai fait l'erreur de penser qu'il fallait la détruire pour me libérer, mais peut-être que le vrai pardon consiste simplement à arrêter le cycle. Quand le vent fait danser les feuilles de bananier dans mon jardin, j'aime imaginer que c'est un signe d'approbation pas d'elle, mais de la vie que j'ai construite à partir des éclats de ce qu'elle a brisé. Le passé ne s'efface pas, mais il peut être transformé en quelque chose qui ne fait plus mal. Cela s'est passé un samedi ordinaire, alors que je choisissais des mangues sur le marché en plein air, lorsque mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. C'était ma nièce, la fille de ma sœur que je n'avais pas depuis ce Noël fatidique, sa voix hésitante demandant si j'étais la tante artiste qui vit sur l'île. Elle avait 17 ans, le même âge que moi sur la dernière photo de famille, et elle s'était cachée dans les toilettes de l'école pour passer cet appel. Son secret est sorti en sanglots. Elle voulait devenir écrivaine, mais la famille la poussait à faire des études de droit et à gérer les affaires problématiques qui restaient. Le soleil était brûlant ce jour-là, et je sentais des gouttes de sueur couler dans mon dos en entendant les échos de ma propre histoire se répéter. Sans réfléchir à deux fois, je l'ai invitée à passer les vacances avec moi, un acte qui aurait été impensable des années auparavant, mais qui semblait maintenant la chose la plus naturelle au monde. Quand elle est descendue de l'avion 2 semaines plus tard, avec un sac à dos rose fluo et un carnet à couverture noire serré contre sa poitrine, j'ai reconnu dans son regard effrayé la même soif de liberté qui m'avait autrefois consumée. Ma cabane, autrefois sanctuaire de solitude, a pris vie avec ses rires et ses questions incessantes sur chaque détail de ma vie ici. Je lui ai appris que l'art n'a pas besoin d'approbation, je lui ai montré mes tableaux les plus laids avec fierté, et je l'ai emmené nager sous la lumière des étoiles, là où personne ne pouvait juger son corps ou ses choix. Une nuit, elle m'a avoué avoir lu en cachette le journal de ma grand-mère que j'avais laissé sur l'étagère, et c'est alors que j'ai réalisé, je ne la sauvais pas seulement elle, je réparais aussi quelque chose en moi-même. Quand je l'ai surprise en train de pleurer sur la terrasse, je n'ai pas offert de conseils, je me suis simplement assise à côté d'elle en silence, laissant la mère faire le travail de réconfort qu'aucun mot n'aurait pu accomplir. Son départ a laissé un vide doux dans la maison, mais il a aussi apporté une nouvelle routine, nous avons maintenant des appels hebdomadaires où elle me lit ses textes et où je lui parle de mes projets. Hier, elle m'a envoyé une photo d'elle tenant le formulaire d'inscription pour des études de lettres, son sourire si large qu'il ne tenait presque pas dans l'écran. Ma sœur n'a jamais appelé pour se plaindre, et j'ai interprété ce silence comme un consentement tacite ou peut-être simplement l'épuisement d'une bataille qu'elle a finalement abandonnée. Parfois, lorsque j'allume des bougies sur la véranda au crépuscule, j'imagine ma mère observant cette scène de quelque part, sa fille rebelle accueillant désormais la prochaine, brebis galeuse, de la famille. Ce n'est pas le pardon classique que l'on voit dans les films, mais une sorte de trêve avec le passé, scellée non par une étreinte, mais par la simple décision de faire les choses différemment. Et quand le vent souffle fort lors des nuits tropicales, j'entends presque un murmure entre les feuilles des palmiers, cette fois, vous avez réussi. L'hiver européen a apporté une lettre inattendue de ma sœur, l'enveloppe marquée de taches qui pouvaient être de la pluie ou des larmes. À l'intérieur, juste une vieille photo de nous deux enfants sur la plage, nos doigts collants de glace entrelacés sans crainte d'être vus, et un mot avec 3 mots, j'ai besoin de toi. Le papier sentait le même parfum qu'elle portait à l'adolescence, une odeur sucrée que j'avais juré avoir oubliée. Mes mains ont tremblé en tenant ce fragile pont vers un passé que j'avais juré enterrer, mais mon cœur a battu plus fort en réalisant que la colère s'était transformée en quelque chose de plus complexe. J'ai acheté un billet pour Lisbonne le même après-midi, sans savoir ce que j'y trouverais, mais certaine que cette fois, je n'y allais ni en victime ni en vengeresse. Dans ma valise, j'ai pris l'essentiel et le journal de ma mère. Peut-être était-il temps de rendre ce qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. La réunion a eu lieu dans un café au bord du Tage, où ma sœur m'attendait, vieillie au-delà de ses années, ses yeux portant le poids de toutes les batailles que je n'avais pas vues. Elle m'a raconté à voix basse son divorce, sa fille qui la défiait, la solitude de porter seule le fardeau d'une famille qui s'effondrait. Quand ses larmes sont tombées dans son café froid, j'ai tendu la main sans réfléchir, et notre contact a été comme refermer un circuit ouvert depuis des décennies. Il n'y a pas eu de grande réconciliation dramatique, juste la compréhension silencieuse que nous étions les seules survivantes de cette guerre particulière. Le 3e jour, je lui ai montré le journal de notre mère, et ensemble, nous avons pleuré pour la femme qui n'a jamais su demander de l'aide, emprisonnée dans le même piège qui a failli nous détruire. C'est alors que ma nièce est arrivée en courant de l'université, ses cheveux colorés flottant au vent,
et en nous voyant assis ensemble, son sourire a illuminé l'après-midi gris comme un signe qu'il valait peut-être la peine d'essayer. De retour à Bali, ma cabane semble plus grande, comme si une partie de moi était restée dans cet automne lisboète. Je garde la photo de nos mains d'enfants sur ma table de chevet, non pas comme un rappel de ce que nous avons perdu, mais de l'innocence qui existe encore sous toutes les couches de douleur. Ma sœur m'écrit maintenant tous les mercredis, me racontant sa thérapie, ses réconciliations difficiles avec sa fille, et comment elle apprend à cuisiner sans suivre les recettes rigides de notre mère. Parfois, lorsque le soleil se couche sur les rizières, je prends le vieux journal et j'ajoute mes propres pages entre les siennes des histoires de guérison qu'elle n'a jamais connues, mais qu'elle a peut-être, d'une certaine manière, toujours souhaitées pour nous. Le passé n'a pas changé, mais l'avenir semble moins lourd, comme si, en tendant la main à ma sœur, j'avais enfin lâché le dernier morceau de chaîne qui me rattachait encore à ce réveillon de Noël. Et quand la nuit tombe sur l'île, je dors paisiblement, sachant que briser les cycles ne signifie pas effacer l'histoire, mais la réécrire avec plus de compassion. La dernière page du journal de ma mère a enfin reçu une réponse, écrite de ma main à l'encre turquoise, la même couleur que la mer que je vois depuis ma véranda. J'ai bouclé la boucle en consignant non pas du ressentiment, mais de la compréhension, reconnaissant que sa rigidité était l'amour déformé qu'elle savait offrir. Le carnet repose désormais dans une petite boîte en teck, avec les lettres de ma sœur et les textes de ma nièce, comme un testament que les histoires familiales peuvent avoir des fins différentes. Lors de mon 35e anniversaire, j'ai reçu un colis de Lisbonne contenant un foulard brodé de nos initiales entrelacées, œuvre des mains de ma sœur qui apprend maintenant à créer de la beauté plutôt que de la perfection. Je l'ai posé sur le piano que j'ai acheté le mois dernier, un instrument que j'apprends à jouer sans peur de me tromper, laissant les notes dissonantes coexister avec les harmonieuses. La vie sur l'île a pris de nouveaux rythmes. Les matins commencent toujours avec le chant des oiseaux, mais je partage maintenant mon café avec un chat errant qui est apparu à ma porte et a décidé de rester. Ma salle de classe communautaire s'est agrandie, et aujourd'hui, j'enseigne aux enfants et aux adultes à exprimer leurs histoires à travers la peinture, sans jugement ni règle. Parfois, quand je vois un élève hésiter devant une toile vierge, je raconte en confidence l'histoire du réveillon qui a tout changé, et comment la peur de l'erreur peut être transformée en liberté créative. Ma nièce vient passer tous les étés ici, accompagnée de ses amis universitaires qui m'appellent affectueusement « Tata l'artiste », un titre que je porte avec fierté. Lors des nuits chaudes, nous nous asseyons sur la plage pendant qu'elle lit ses histoires inédites, et je l'écoute, émerveillée par le courage qu'elle a d'être exactement qui elle est, quelque chose qu'il m'a fallu des décennies pour conquérir. Noël est revenu dans mon calendrier, mais célébré d'une manière nouvelle, sur la plage, avec des fruits tropicaux à la place de la dinde, et des cadeaux faits main plutôt que des achats stressants. L'année dernière, ma sœur est venue pour la première fois, et ensemble, nous avons construit un château de sable ridiculement grand, riant comme des enfants jusqu'au coucher du soleil. Nous n'avons pas parlé du passé ces jours-là, mais sa présence silencieuse à mes côtés disait tout ce que nous avions besoin de savoir. À minuit, lorsque les feux d'artifice ont illuminé le ciel, j'ai réalisé que la vie avait écrit un retournement que je n'aurais jamais pu imaginer lors de cette nuit fatidique. La honte s'était transformée en fierté, l'isolement en communauté, et le silence en histoire partagée. Et quand le premier jour de l'année s'est levé, j'étais là, debout au bord de l'eau, ressentant non pas le poids de la famille que j'avais eue, mais la légèreté de celle que j'avais choisi de construire, une famille où l'amour, enfin, n'est pas assorti de conditions. Le colis est arrivé un jour de pluie torrentielle, le papier craft trempé révélant une forme rectangulaire avant même que je ne l'ouvre. À l'intérieur, encadrée avec un soin presque révérencieux, se trouvait cette même robe de Noël que j'avais réduite en lambeaux des années auparavant mais maintenant propre, restaurée, et avec une modification singulière. Là où se trouvait autrefois un discret nœud dans le dos, ma sœur avait brodé des fleurs sauvages avec des fils dorés. La note qui l'accompagnait tremblait dans mes mains. Pour quand tu voudras te souvenir d'où tu viens, sans avoir à redevenir celle que tu étais. Je l'ai accrochée au mur de mon atelier, non pas comme un fantôme du passé, mais comme un rappel du chemin parcouru. Cet après-midi-là, tandis que la pluie battait les feuilles de bananier, j'ai pris mes pinceaux et, pour la première fois, j'ai peint la salle à manger de mon enfance, mais sur les chaises vides, j'ai mis des couleurs qui n'avaient jamais été autorisées dans cette maison. Ma nièce a obtenu son diplôme de lettres l'été dernier, sa thèse sur les narrative de libération, dédiée à la tante qui m'a montré que les histoires peuvent être réécrites.
Quand je lis ces nouvelles publiées dans des revues littéraires, je vois des échos de notre famille dans des personnages qui trouvent le courage de briser les cycles, et je réalise que notre guérison résonne désormais au-delà de nous. Ma sœur a ouvert une petite boutique de broderie à Lisbonne, où elle enseigne aux femmes à transformer leur douleur en art et elle m'envoie des photos de clientes souriant avec des travaux imparfaits et pleins de personnalité. Parfois, dans les nuits les plus calmes, je prends le téléphone et je l'appelle sans raison particulière, juste pour entendre sa voix et le bruit des aiguilles sur le tissu en arrière-plan. C'est dans ces conversations sans hâte que je comprends que le pardon, lorsqu'il survient, n'est pas un événement dramatique, mais une accumulation de moments simples partagés. Aujourd'hui, je célèbre mes 40 ans, assise sur la véranda où tout a commencé, observant le chat dormir, lové dans ma vieille robe de peinture. Mon exposition personnelle ouvre demain à la Galerie du Bud, et pour la première fois, j'ai inclus des œuvres qui racontent explicitement mon histoire non pas avec colère, mais avec l'acceptation sereine que chaque couche de peinture recouvrant ses souvenirs m'a menée jusqu'ici. Sur le mur central, une installation avec des pages du journal de ma mère, mes réponses manuscrites et des photos de notre réconciliation inattendue invitent les visiteurs à réfléchir à leur propre cycle. Quand le vent de l'après-midi fait tinter les cloches en bambou, je ferme les yeux et j'imagine qu'elle, quelque part, voit tout cela non pas avec désapprobation, mais avec un soupir de soulagement, celui de quelqu'un qui comprend enfin que l'amour, lorsqu'il est véritable, retrouve toujours son chemin, même par des voies inattendues. À cet instant, je sens que la petite fille qu'on a un jour qualifiée de honte peut enfin se reposer, car son histoire ne s'est pas arrêtée à ce dîner, elle n'a fait que commencer. L'ouverture de l'exposition a attiré une foule inattendue des visages curieux, des collectionneurs, des touristes, mais aussi mes élèves de la communauté locale, portant leurs plus beaux vêtements et des fleurs cueillies dans les jardins. L'odeur de l'encens et de la peinture fraîche se mêlait au parfum des canapés simples que j'avais préparés, tandis que j'observais les gens s'arrêter devant les œuvres racontant mon parcours. Une dame âgée a été particulièrement émue devant l'installation du journal, ses mains calleuses tremblant légèrement en touchant les pages protégées par le verre. Plus tard, elle m'a confié à voix basse qu'elle avait reconnu dans l'histoire de ma mère des échos de sa propre vie, et qu'elle reviendrait le lendemain avec ses petites filles pour leur montrer qu'il était possible d'écrire des fins différentes. En servant du jus de fruits de la passion fait maison, j'ai réalisé, sans l'avoir planifié, que mon art était devenu un pont vers d'autres histoires de libération. Au moment du discours, mes mains n'ont pas tremblé en tenant le micro, même lorsque j'ai aperçu, au fond de la salle, ma sœur et ma nièce arriver discrètement, leurs billets achetés en secret pour me faire une surprise. J'ai parlé des cycles brisés et des liens renoués, de la manière dont l'art peut être à la fois un miroir et un marteau, et de la beauté inattendue qui surgit quand on cesse de lutter contre le passé pour commencer à le transformer. Quand j'ai fini, le silence dans la salle a duré une seconde de plus que ce qui est confortable, avant d'être rompu par les applaudissements de ma nièce, ses yeux brillants de fierté. Ce soir-là, alors que nous rangeons la galerie ensemble, ma sœur a pris un pinceau, avec des gestes hésitants, a ajouté de petites fleurs dorées dans le coin d'une toile inachevée sa première intervention artistique, marquant à jamais notre collaboration créative. Ce geste simple m'a touché plus que tous les éloges sophistiqués des critiques présents. Aujourd'hui, 1 an plus tard, l'exposition voyage dans les capitales asiatiques sous un titre qui résume tout, là où s'achève la honte. Je reçois des messages d'inconnus racontant comment les œuvres les ont poussés à repenser leurs propres histoires familiales, et ma boîte de réception est remplie de photos de journaux transformés en articles. Ma nièce anime désormais des ateliers d'écriture thérapeutique en s'inspirant de mon processus créatif, et ma sœur coordonne un projet social enseignant la broderie à des femmes en situation de vulnérabilité. Quand je regarde en arrière, vers ce dîner de Noël qui semblait marquer la fin de tout, je vois qu'il était en réalité le début non pas d'une histoire de haine comme je l'avais imaginé, mais d'un réseau de guérison que ni ma mère ni moi n'aurions pu prévoir. Et dans les nuits les plus calmes, lorsque le chant des grillons emplit l'air, je murmure parfois au vent les mots que je n'ai jamais pu lui dire de son vivant. Nous avons réussi, maman. Enfin, nous avons réussi.